Bonjour à tous, je suis Alejandro Lopez, Application Engineer de Entopology. Et du coup, aujourd'hui, on va vous montrer comment c'est possible avec Entop Platform faire de la optimisation topologique très rapidement, très automatisée et surtout sans opération manuelle quoi que ce soit. On peut sortir une partie CAO qui est prête à l'intégration dans l'assemblage. Et aujourd'hui, on va regarder toutes les étapes qui sont dans le processus pour ces bras robotiques qu'on voit sur l'écran. Du coup, originellement, on avait cet assemblage, pardon, ici, voilà. On avait cet assemblage avec cette bras robotique avec un volume très gros et effectivement très lourd. C'est important d'essayer d'optimiser ce type de composants parce que, en gros, ça veut dire que les robots peuvent bouger plus rapidement, parce qu'ils peuvent augmenter la vitesse dans la chaîne de production. Aussi, la quantité d'énergie consommée pour bouger est réduite. Du coup, voilà, il a des gros avantages quand on réduit les poids d'un composant comme un bras de robot. Voilà, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va voir avec Entop comment on peut passer un composant lourd comme ça à quelque chose bien plus optimisé, prêt à être intégré dans la CAO et prêt à se fabriquer, comme on va voir plus tard aussi. Du coup, voilà le contexte. Maintenant, on va regarder comment ça s'est fait avec Entop. Du coup, j'ai préparé un fichier où j'ai déjà fait les importations de la CAO et on va voir en détail comment on réalise cette optimisation topologique de ce bras robotique. Du coup, voilà, on a ici aussi l'assemblage, comme avant. Et on a identifié les différentes interfaces et les différents composants importants pour notre optimisation. Du coup, on a identifié les points d'attache, ce qui est important parce que voilà, si on veut une optimisation qui ne prend pas en compte quelles sont les attaches, on ne va pas pouvoir réintégrer l'optimisation topologique dans l'assemblage. On a identifié quel est notre design space, voilà, la partie qu'on veut optimiser effectivement. On a, on a préparé un assemblage sans les bras robotiques pour plus tard réintégrer l'optimisation topologique. Et finalement, on a aussi identifié quelles sont les phases qui vont être fixées et quelles sont les phases qui vont être chargées avec des cas à charge. Également, on a déjà préparé les charges qu'on va implémenter et sur quel point. Du coup, juste pour expliquer un peu les cas charges pour lesquels on va optimiser. Et voilà, on a fixé cette phase qui est logique et c'est plutôt ici que les bras robotiques vont bouger. Et du coup, c'est ici, voilà, ce composant qui tourne autour de cet axe. Du coup, sur ce point, on va avoir moments, euh, on va avoir des moments qui sont appliqués sur les bras robotiques. D'accord? Donc, on peut commencer notre optimisation topologique, du coup. Donc, le premier pas, effectivement, ça sera de créer une maille pour les design space. Du coup, on peut faire ça facilement en appelant, par exemple, ça c'est une partie CAO. Du coup, on peut regarder comment mailler ça avec Entop. Du coup, on peut regarder Finite Element Mesh et on peut regarder quelle option on a. Et si on trouve FE, 4 Solid Mesh. Du coup, quand on fait ce choix, qu'on aurait pu trouver aussi si on vient ici dans Design Analysis, dans le ribbon, et on aurait pu trouver aussi notre maille ici, FE 4 Solid Mesh. En fait, il y a deux façons de naviguer Entop. On peut regarder les différentes options dans la barre, comme on fait typiquement avec la majorité des logiciels. Mais une fois qu'on connaît les noms de blocs qu'on veut utiliser,
Pas besoin d'aller les chercher. On les regarde ici. On les cherche ici, sur la search bar, et on les trouve facilement. Du coup, on peut travailler très rapidement. Voilà. OK, du coup, je ramène cette maille dans la partie Topology Optimization. Vous pouvez voir que je peux créer différentes sections sur mon notebook. Voilà. Et du coup, les 4 bodies que je veux mailler, c'est le design space. Et pour ce design space, pour cette maille, il me faut choisir une taille d'élément. On voit que c'est un composant plutôt grand. Ça fait une taille assez importante, de plus de 1 mètre. Du coup, la maille doit être voilà, adaptée à cette taille. Si on choisit un élément trop petit pour un composant énorme, on va mettre beaucoup trop de temps pour faire toute l'optimisation, tous les calculs, etc., sans rajouter vraiment la valeur, parce que comme le composant il est très grand, pour une optimisation topologique, autant qu'on fait un choix voilà, qui discrétise plutôt bien les corps, ça ira bien. Du coup, on va essayer avec 15 mm, par exemple. Et dans Geometric Order, on a l'option linéaire ou quadratique. La différence, c'est, si je fais un petit X rapidement, si on a par exemple un triangle, un élément triangle, normalement on a 3 nœuds, ça c'est l'interpolation linéaire, mais si on choisit quadratique, on va aussi mettre des nœuds au milieu de le edge. Du coup, on aura la même quantité d'éléments, mais beaucoup plus de nœuds, 2 fois plus de nœuds au moins par face d'éléments. Du coup, ça va faire la computation plus précise en termes de contraintes, mais aussi beaucoup plus lourde numériquement. Et pour une optimisation topologique, normalement, pour estimer bien voilà, les directions de la charge et arriver à l'optimisation de la raideur par rapport au poids, ça suffit avec une interpolation linéaire. Si on voulait vraiment faire une validation de la part du composant, ce qu'on va faire plus tard, avec analyse d'éléments finis, on va choisir plutôt la quadratique, mais pour l'optimisation topologique, il suffira de faire comme ça. Voilà. On voit que la discrétisation est plutôt bien adaptée à la taille de cet élément. On voit que voilà, la maille a bien marché et les composants il est bien maillé partout. Du coup, je vais faire une variable de ça. Et ce sera notre FI mesh. D'accord? OK. Du coup, on a la première partie, faire une maille de ce composant. Et maintenant, on doit chercher, on doit compléter l'analyse et on va faire ça avec en identifiant les nœuds pour les charges et les nœuds pour les restrictions, pour la fixation. Du coup, ce qu'on va faire, c'est FE. Donc, on fait FE boundary et on trouve ici l'option FE face boundary. Vu qu'on avait identifié les restraint faces et les loaded faces, on peut facilement s'en servir de ça pour effectivement avoir notre condition frontière. Du coup, cette première condition frontière va être les restrained faces. Et après, je vais dupliquer ces variables, mais je vais l'appeler loaded faces. Voilà. Et du coup, tout ce qu'on doit faire, c'est prendre notre restraint faces, les amener ici. Pour les loaded faces, on fait la même chose. Il faut spécifier dans quelle maille on veut faire ça, vu qu'on peut optimiser plusieurs mailles. On peut optimiser plusieurs composants en même temps, en assemblage complet. Il faut spécifier quelle maille. On a une seule maille ici. Du coup, voilà, on amène notre maille dans le input. On va choisir les nœuds comme entité où on va appliquer les conditions frontières. Voilà. Et du coup, si on regarde la visibilité de ça, on voit bien que les nœuds ont été bien identifiés. En gros, ce qu'on fait, on identifie la face et on met une tolérance et du coup, la maille cherche à 0,1 mm autour de la face
elle cherche les nœuds qui sont plus proches de ces faces. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait le choix. On a bien identifié. On a bien identifié les nœuds qu'il nous faut pour voilà, appliquer les cas charges. OK? Donc, on a bien identifié notre face. Et maintenant, on va passer à faire toute la définition du modèle. C'est-à-dire, on va déclarer ça comme modèle FE. On va déclarer ça comme avec un matériau. Et du coup, après, on va faire les mariages entre ça et les cas charges. Donc, on va faire FE modèle. OK. Et du coup, dedans, on peut choisir FI component. Il nous demande quel est le mesh. Voilà. Et comme attribut, on va mettre FE solid attribute parce qu'on travaille avec des éléments solides, pas d'éléments bar ou d'éléments 2D, shell. Du coup, on va choisir un matériau. On va juste choisir, par exemple, du titan ici. Pour donner un exemple, ça aurait pu être n'importe quel matériau. OK? Du coup, on a fait notre modèle FE. Et maintenant, on peut faire notre topology optimization. Il faudra qu'on fasse la définition de cas charge. On va faire ça bientôt. Mais voilà, je vais mettre ces FE modèle dans modèle ici. Voilà, du coup, je définis bien mon modèle FE. Et maintenant, il faut que je fasse deux choses. Il faut que je définisse mes objectifs d'optimisation et les contraintes d'optimisation. Du coup, l'objectif, on va le spécifier ici, optimization objective. Du coup, ce qu'on cherche à faire ici, c'est minimiser la masse par rapport au poids. Pardon, c'est maximiser la raideur par rapport au poids. Du coup, ça, c'est un type de structural compliance response. Mais il faut faire ça pour un cas charge. Du coup, il faut ici que on met des conditions frontières pour faire cette optimisation. Du coup, comme on a vu, c'est qu'on va utiliser un point où on applique des moments sur les faces de chargé de notre objet. Du coup, si je fais double-clic ici, je peux regarder les différentes options que j'ai. Et je trouve l'option Point Moment. Voilà. Du coup, maintenant, je peux utiliser les points qu'on avait définis tout à l'heure. Je peux définir dans la maille quelle partie de la maille va avoir ces efforts. Du coup, c'est les loaded faces qu'on a défini avant. Et après, il faut définir combien c'est le moment de force qu'on va appliquer. Du coup, on l'a bien défini ici, moment top-up. Du coup, on le met là. Voilà. Du coup, on a bien défini notre force. On peut voir que c'est bien appliqué. Mais après, il nous faut aussi définir les phases qui sont fixées. Du coup, ici, sur load case, vous pouvez voir que je peux rajouter d'autres restrictions, d'autres boundary conditions. Et du coup, maintenant, si je fais double-clic, je vais trouver la bonne ici qui est Displacement Restraint. Donc, on peut voir qu'on peut avoir complet restriction de les différents degrés de liberté de notre nœud. Et donc, si je voulais seulement faire restriction de, on va dire, les mouvements dans les axes Y, je peux virer toutes les autres restrictions, comme vous pouvez voir. Voilà. Et elle devient optionnelle. Mais bon, ici, on veut vraiment faire une restriction de tous les degrés de liberté. Comme c'est des éléments 3D, ça suffit de juste faire ces trois premières degrés de liberté parce que les degrés de liberté de rotation, ça s'applique plutôt dans les éléments 2D et 1D parce qu'ils n'ont pas la capacité 3D voilà, d'avoir des éléments qui
qui tourne plus vite en haut qu'en bas, par exemple. Du coup, ici, avec comme ça, des éléments 3D, la restriction de le degré de liberté de translation, ça suffit. Et donc, entre boundary, dans ce cas, on va mettre le restraint faces. Voilà. Donc, on a défini les cas charges pour lesquels on veut optimiser la raideur par rapport au poids. OK? Donc, on a fait notre objectif. Mais maintenant, il faut que aussi on choisit une restriction, une contrainte qui accompagne cet objectif. Ça, c'est l'objectif, mais il faut qu'on dise, OK, mais il faut que tu ne dépasses pas certaines valeurs pour certaines choses. Ici, on a différentes possibilités. Si je viens dans Topology Optimization, dans Contraint, on peut faire un Volume Fraction Constraint. Du coup, voilà, réduire la quantité de volume du corps. On peut choisir un Stress Constraint. Voilà, on peut choisir une contrainte qu'on ne veut pas dépasser. Et pour ça, je conseillerais de faire une simulation avant la optimisation topologique pour s'assurer que les choix qu'on fait, en fait sens. C'est-à-dire, si on fait une simulation avant la optimisation topologique et on obtient, par exemple, 100 mégapascales de stress, si après on demande à la optimisation topologique de ne pas dépasser 90 mégapascales, ça ne fait pas sens parce que les corps complets avaient déjà dépassé ça. Il faut qu'on fait des choix qui font sens, en fait, qui sont faisables. On peut quand même faire une contrainte de déplacement. Du coup, voilà, choisir une phase et dire que ça se déplace pas plus qu'une certaine valeur. On peut faire contrainte de symétrie par rapport à un plan. Mais pour ça, il faut que le design space originel déjà soit symétrique et qu'on fait une définition de maille symétrique aussi. On peut faire contrainte de régions passives, c'est-à-dire de régions qu'on ne veut pas modifier du tout. Et aussi, on peut faire des contraintes d'extrusion. Mais pour ça aussi, il faut que notre profil originel soit 2D, c'est-à-dire que le corps n'a pas de variation dans des axes d'extrusion. Voilà. Aussi, récemment, dans notre section bêta, on peut trouver encore une autre contrainte, la overhang constraint. On l'a mis dans bêta parce que c'est nouveau. Tout ce qui est de nouvelles capacités sur NTOP, on le met dans bêta pour que ça gagne de la maturité en utilisation par les utilisateurs, etc. Mais on peut déjà s'en servir si on veut. On peut définir une direction où on veut, voilà, on va faire par exemple l'impression de la optimisation et choisir un angle max de overhang, voilà, de pas permettre d'angle comme ça, par exemple. Si on met 45 degrés, on va faire plutôt quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est un peu l'explication. Ça peut être utilisé pour la manufacture additive, mais aussi ça peut être utilisé pour, par exemple, les mouldages et d'autres applications. Et bon, maintenant qu'on a une vision de tout ce qui est les contraintes d'optimisation, pour cet exemple ici, on va juste mettre une fraction, une volume fraction constraint, et on va choisir 0,2. En gros, ce que ça veut dire, c'est ça va essayer de, quand on a un threshold de 0,5 dans notre density field, on va essayer de, bon, l'optimisation va avoir réduit déjà les poids à 20% du poids originel. C'est ce que ça veut dire. Du coup, comme on a complété tout ce qu'il fallait, notre optimisation topologique est en train de déjà le, voilà, de le faire. Mais je vais annuler juste parce que je veux parler un peu de quelque chose ici dans cette, les possibilités qu'on a pour maîtriser notre optimisation topologique. Du coup,
itération, c'est bon. Déjà, si on regarde ici, on peut avoir une explication formelle de tous les paramètres qui sont demandés dedans. Mais bon, je vais vous expliquer rapidement. Les itérations, c'est juste voilà, pour atteindre, pour combien d'itérations on est prêt à faire max pour atteindre, pour vraiment arriver à avoir du succès avec notre objectif d'optimisation. Non? Et quel est les changements minimum de cet objectif, c'est-à-dire combien entre une itération et une autre, on va changer l'objectif. Voilà. Si on regarde ici, ça c'est une variante qui va affecter effectivement comment on va converger pour la optimisation. Si on change très rapidement, on peut avoir des problèmes de convergence. Après, on a aussi la variable minimum density change. Du coup, ça vient aussi, c'est entre les consécutives itérations, combien on va changer la densité d'un élément. Et cette variante ici, boundary penalty, est très important. On va mettre 1 ici, et j'explique pourquoi. En gros, on peut mettre 0, 0,5 ou 1, et ça va changer les résultats de façon importante. Ces boundary penalty, en fait, ce que ça fait, c'est favoriser ou pas qu'on vire du matériau dans la boundary du design space. Si on met 0, ça veut dire que il n'est pas spécialement, l'algorithme ne va pas spécialement virer du matériau dans la boundary penalty, dans la boundary, dans la frontière du corps. Si on met 0,5, ça va les favoriser un peu, mais moyen, on va dire. Et si on met 1, en gros, ça va essayer de vraiment virer tous les matériaux de la frontière du corps et vraiment favoriser plutôt la création du matériel dedans. Ça peut être une option intéressante, surtout pour réduire un peu les volumes du corps. Voilà, pour occuper moins la place, ou pour, voilà, parce que c'est pas la même chose réduire le matériel que réduire le matériel et aussi réduire la quantité d'espace que ça occupe. Du coup, voilà, ici, juste pour vous montrer, je vais mettre 1 et je pense que c'est plutôt intéressant de réduire la quantité de espace que les bras occupent. Mais bon, après, ça dépend de chaque application et des objectifs. Du coup, la optimisation topologique est en train de se calculer. On peut voir qu'on a déjà atteint 7%. Et l'avantage avec NTOP, c'est que pendant que ça se passe, pendant qu'on fait la optimisation topologique, que je vais renommer ici, on peut travailler encore. OK? Du coup, je peux continuer à développer mon workflow pendant que ça se calcule. Du coup, ce que je vais faire ici maintenant, c'est je vais appliquer, parce que la optimisation topologique, on va voir après, mais elle produit des résultats, on va dire, bruts, avec voilà, la direction des charges, etc., optimisée, mais les surfaces ne vont pas être lisses. Du coup, il va être nécessaire d'appliquer une opération Smooth and Body. Et ce qui est un avantage avec NTOP, c'est qu'il n'y a rien de manuel, jamais. Tout est automatisé. Du coup, le seul truc on doit faire, c'est spécifier quel résultat de la optimisation topologique on va choisir. Et avec quelques paramètres, on va automatiquement obtenir des surfaces complètement lisses. Du coup, j'ai fait appel à notre Smooth and Body block. Et du coup, dans Body, ce qu'on va mettre, c'est le Implicit Body from Topology Optimization. Du coup, avec notre optimisation topologique, on va obtenir un implicite qu'on va
on va faire un smoothening et du coup, on va faire une surface bien lisse. Donc, ça c'est la optimisation topologique. Donc, on la met dedans. On verra plus tard, mais on va choisir un threshold de 0,2. On verra pourquoi après. Et après, on a d'autres paramètres ici qui sont liés un peu à la discrétisation et comment on va faire cette opération de smoothening. Du coup, comme c'est un composant très grand, et pour les grid size, utiliser 1 mm, c'est un peu petit et ça va être trop coûteux en termes de temps. Du coup, je vais choisir plutôt 5 mm de grid size ici pour faire le smoothening. En gros, comme ça marche, ça discrétise le corps et avec en plusieurs itérations, ça va virer du matériau et ça va l'unifier pour que ça a une surface bien lisse. Du coup, on va voir ce que ça donne avec Smooth Iterations en 3. On pourrait choisir 1, 2, 3. Et le plus d'itérations qu'on choisit, le plus de matériaux qui est viré. Et après, on a deux types d'interpolation, linéaire ou cubique. Ça dépend de l'utilisateur, ce qu'ils veulent faire, mais mon conseil ici, c'est de faire plutôt cubique. Ça va donner les résultats les plus lisses. Mais bon, ça dépend de l'application. Et après, voilà, l'utilisateur peut choisir de changer ses paramètres et avoir des différents résultats finalement indépendant de leurs contraintes. OK. En fait, ici, dans Filter Size, j'aurais dû mettre 20 mm. Ce que ça fait, en fait, ça va optimiser un peu notre optimisation parce que ça va contrôler un peu la mineure quantité de feature size qu'on a dans notre optimisation. Du coup, ça devrait accélérer un peu notre optimisation topologique. Voilà, du coup, on va atteindre ces résultats. Et entre-temps, on peut continuer à travailler. Du coup, on a préparé notre opération de smoothing. On va faire une variable de ça. On va appeler ça smoothen top opt. Et bon, si je vous montre sur l'autre modèle, juste pour vous donner un peu plus de contexte, le modèle déjà calculé. En gros, notre résultat d'optimisation topologique, il est comme ça. Du coup, comme je vous disais, ça nous donne bien le corps avec la raideur par rapport au poids optimisé, etc. On voit qu'il y a différents threshold values. Si on les voit comme ça devient plus clair. Du coup, j'espère que vous connaissez un peu la optimisation topologique, comment ça marche, mais en gros, pour les cas charge, on obtient un map de densité pour chaque itération. Et du coup, bon, ici, on utilise le SIMP method, Solid Isotropic Material with Penalization. C'est un des méthodes plus utilisées pour la optimisation topologique. C'est très robuste et ça marche très bien. Et voilà, si vous regardez bien ici, on a différentes threshold values, les maps de densité. Ça nous dit un peu l'importance que chaque élément a pour prendre la charge. Non? Donc, si on retourne au ISO Contour, on voit qu'en fait, ce résultat, il modifie les composants. Du coup, quand on met un threshold plus élevé, ça veut dire que les éléments qui ont moins d'importance, on les vire. Du coup, tous les éléments qui ont une importance mineure à 0,300, bon, 400, là, on les a virés. Et on a retenu que les éléments qui ont une importance au moins de 0,4 de densité. Du coup, si on revient à 0, on a tous les design space complets, comme tout au début. Voilà.
Et du coup, dès qu'on commence à jouer avec cette valeur, 0,1, 0,2, on commence à virer du matériau. Du coup, si on va à 0,3, c'est un résultat plutôt intéressant déjà. Et du coup, ici, il y a ma façon de penser à ça. Ça, c'est un résultat pas mal intéressant, mais vu qu'on va faire une opération de smoothing, on va virer du matériau après. Du coup, mon conseil serait de choisir un threshold un peu plus élevé, 0,2 par exemple. Comme ça, dès qu'on fasse l'opération de smoothing, on va s'approximer un peu plus au résultat du threshold 0,3. Voilà. Et surtout, il ne faut pas choisir des valeurs threshold trop optimisées, on va dire, trop élevées, parce que, bon, ça dépend cas par cas, mais à la fin, ça c'est une méthode numérique pour un algorithme numérique, mais l'ingénieur doit regarder bien ce que ça produit. Par exemple, ici, si on avait choisi 0,5, ça produit des parties vraiment pas épais du tout, pas épaisses du tout, des parties très fines. Est-ce qui, en termes de fabrication et aussi en termes de mais peut-être pour tenir les charges normales, ça va, mais ça va avoir une fatigue structurelle, etc. Du coup, on veut éviter ça. Du coup, je conseille toujours de bien regarder les résultats finaux et de faire un choix qui fait sens par rapport à voilà, un design. On peut atteindre un design bien optimisé, mais qui en même temps soit robuste et qui n'a pas de parties trop fines. Voilà, du coup, ça c'est notre optimisation topologique. Et quand on fait le smoothing, duquel je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, on va avoir un résultat comme ça. On passe de, on passe de quelque chose un peu brut à un truc bien optimisé, bien lisse, sans faire rien de manuel. Par contre, vous pouvez voir encore que si on met ça dans l'assemblage, on a perdu les interfaces. Ce qui n'est pas bien. Pour faire quelque chose d'utile, ici, on a besoin de mettre les interfaces. Mais avec Ntop, ça c'est un truc très rapide à faire aussi. Du coup, on va voir ici sur notre exemple qui, pendant que je vous expliquais tout ça, a déjà optimisé. Du coup, voilà, on a fait la même optimisation ici. OK? Ça a pris 42 000 millisecondes ou 42 secondes, basiquement, le smoothing body. Et la optimisation topologique, elle a pris 301 millisecondes, pardon. Du coup, 5 minutes à peu près. Ce n'était pas beaucoup de temps. Du coup, après 5 minutes, on a obtenu notre optimisation topologique. On a fait le smoothing très rapidement aussi. Du coup, on va voir comment on peut intégrer bien les interfaces pour que ça soit un composant qui peut bien s'intégrer dans l'assemblage. Du coup, tout au début, si vous vous souvenez, on avait défini notre attachment features. Du coup, ce qu'on va faire, c'est une opération Boolean union. On va unifier le smoothen top-opt avec les interfaces. Pour faire cette union, ces interfaces sont de la CAO, comme on peut voir. Du coup, il faut qu'on les converte à implicit. Du coup, ici, on va appeler notre bloc implicit body from cat body. Et dedans, on va mettre bien les attachment features. Mais on voit que, en fait, on ne peut pas l'amener dedans encore parce que ça, c'est vraiment la partie qui a été importée. Il faut qu'on fasse qu'on choisit tout ça et qu'on les converse dans un body ou on peut y aller dans les propriétés des attachment features et trouver les 4 bodies ici. Voilà. Donc, on peut les mettre ici, tous les 4. Mais
vu que ça c'est une liste de corps, en fait, il faut qu'avant on fasse un boolean union de cette liste. Donc, on va virer ça pour mettre la liste des corps, OK? Et on les met dedans. Voilà, et très rapidement, on a notre union. Voilà, du coup, maintenant, on peut voir que ça s'est bien unifié. Par contre, on voit que cette union, elle peut être un peu... voilà, peut-être qu'on veut rajouter un petit filet radius. Par exemple, ici, on avait mis un blend radius de 5 mm, ce qui va faire que toutes les interfaces sont bien plus lisses que ça. Là, on a un changement un peu abrupt. Du coup, on va mettre 5 mm de blend radius. C'est le typique edge fillet, mais avec Entop, avec la technologie implicite, ça c'est très automatisé. OK, du coup, on va voir les résultats bientôt. Oh, en fait, c'était ici, pardon, où il faut qu'on les mette. OK, donc on va voir bien les résultats maintenant. Voilà, du coup, maintenant, on a un résultat avec des interfaces un peu plus adaptées, un peu plus smooth. Et maintenant, on peut prendre ça et toujours une opération qui est bien à faire, c'est faire un boolean intersect entre les boolean union et le design space. Parce que parfois, quand on fait des boolean union et on met des filet radius, on peut générer un peu de matériel. Peut-être que ce n'est pas très visible parfois, mais on peut générer un peu de matériel qui sort du design space. Du coup, pour s'assurer, c'est bien de faire ça toujours. Et ça, on pourrait l'appeler smoothen top-up et interface. Voilà. Du coup, ça, c'est notre résultat final. OK? Maintenant, si on regarde ça dans l'assemblage, on peut voir que il est bien intégré dedans. Il n'a plus de problèmes qu'on avait au début voilà, d'avoir perdu les interfaces. Si on montre encore une fois, voilà. Là, on avait les problèmes d'avoir perdu les interfaces. Mais avec cette opération qu'on vient de faire, maintenant, le composant est optimisé, lisse et intégrable dans l'assemblage. Un autre avantage de Ntop, si bien on peut exporter ça comme une maille ou pour l'analyser ailleurs, on peut aussi valider notre design ici. Ici, j'ai préparé un bloc où voilà, j'ai dragué les trucs dedans. Et ça va faire une analyse statique de cette optimisation topologique pour les mêmes cas charge. Du coup, comme ça, on peut vérifier que les contraintes qu'on a dans la forme optimisée ne vont pas dépasser une certaine valeur. Voilà, du coup, ça va se calculer ici. Et aussi, l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir regarder et bon, on va pouvoir obtenir un composant CAO qu'on peut bien amener dans SolidWorks, dans CATIA, dans NX, dans n'importe quel logiciel CAO. Du coup, si on regarde les résultats que ça nous donne, l'analyse statique, on peut voir qu'on déforme l'optimisation comme ça. Et on peut obtenir des contraintes dans les composants. Voilà. Et du coup, on peut vérifier par rapport à les design requirements qu'on a et quel est
quels sont les résultats de stress qu'on a et valider que ce composant tient les cas charges qu'il faut, que les requirements sont bien tenus. OK? Et comme je disais, on peut obtenir un CAO de ce composant qu'on peut exporter comme un step ou un parasolide qui s'intègre bien, encore une fois, dans l'assemblage. Et j'ai une petite surprise pour vous, maintenant qu'on a réussi notre optimisation topologique bien intégrée dans l'assemblage. Et comme c'est un composant plutôt intéressant et c'est un cas industriel très fréquent, on a fait un partenariat avec plusieurs, avec Penn State University et Flow 3D. Et on a, excusez-moi, on a réussi à fabriquer ces composants avec des techniques de moulage, de fonderie avancées. Du coup, je vais vous montrer rapidement un peu le type de fabrication qu'on a réussi à faire avec ces composants. Vous pouvez trouver cette vidéo sur notre site web entopology.com. Du coup, ici, on peut voir les composants qu'on vient d'optimiser. Et bon, là, on a tous les systèmes, un système avancé de moulage pour faire de la fonderie, pour fabriquer ça. Voilà, du coup, avec Entop, c'est pas que la fabrication additive, on peut bien arriver à fabriquer le produit qu'on désigne dans notre logiciel avec d'autres techniques intéressantes. Voilà. Et du coup, je vais vous donner une petite vidéo juste à la fin pour vous montrer comment ça a été fabriqué. Voilà. Du coup, bientôt, on aura, ça c'est un petit teaser. Bientôt, on va publier les résultats finaux avec tous les nettoyages, tous les traitements surfaciques, etc. Du coup, voilà, un beau exemple de comment ce type de composants ne sont pas seulement designables et analysables, mais aussi fabricables. Du coup, j'espère que c'était intéressant pour vous. Merci beaucoup d'avoir suivi la présentation. Et n'hésitez pas à contacter
Callisto ou en topologie si vous avez des questions ou si vous voulez si vous voulez essayer le logiciel, si vous voulez une démo spécifique pour vos besoins. On est toujours prêt à parler et à vous aider avec vos applications. Du coup, merci beaucoup et à la prochaine.